titre d'exception du point de vue de la laïcité, puisque si le concordat s'applique, ce serait l'objet de discussion, mais je laisserai Paul répondre à cette question-là. Mais en tout cas, pour ma part, ça me semble être un aspect important parce que... Je ne sais pas si les gens entendent. Vous m'entendez là? Non, pas plus fort. Non. En fait, il faut que je le colle comme si j'étais une chanteuse de rock, c'est ça? Bon, oui, donc je pense que c'est pas inutile de situer la conversation à partir d'ici sur les différentes questions qui vont nous occuper parce que la région dans laquelle on se trouve est présentée comme une exception, une dérogation et quelque chose qui, d'une certaine manière, divise la République. Hein. Je prends tous ces termes avec beaucoup de guillemets parce que je ne les revendique pas pour moi-même. On pourrait aussi considérer d'une certaine manière, ça peut être un laboratoire pour réfléchir à des formes pluralistes et beaucoup plus souples d'application de la loi commune, notamment de la question de la laïcité. À voir. Pour ma part, je vais me centrer en quelques points sur les éléments que je soumets à la discussion d'emblée. Je crois qu'il y a effectivement une question qui vient d'être soulevée, que je vais reprendre, et qui est au cœur qui est un ressort central de l'islamophobie en France, mais pas seulement, et qui est cette obsession ou cette façon d'être hanté par un islam colonial. C'est un aspect qui est déterminant et qui permet de comprendre pourquoi est-ce que l'islamophobie est si usuellement pratiquée, pourquoi est-ce qu'elle est devenue si ordinaire, pourquoi elle s'est si facilement métabolisée, qu'en fait elle a pu, en quelque sorte, de façon presque chimique, se fixer sur toute une série de représentations, une idéologie persistante, et qui est un héritage direct de l'ordre colonial, et du fait qu'il n'a pas été démantelé dans une large mesure et qui continue à se perpétuer actuellement. Donc, sur quoi se fixe finalement, hein, quel est l'objet d'expression de cette persistance de l'islam colonial et comment est-ce que ça se traduit par une forme de phobie, hein, de haine. C'est notamment le fait que l'islam n'est plus lointain, il est présent, les musulmans et les musulmanes sont présents, ils sont proches. Donc le musulman est présent, le musulman est proche, et donc le rejet de tout musulman qui ne s'affirme pas laïque devient en quelque sorte une condition préalable d'acceptation, du moins rhétorique, de la présence de cette population musulmane au sein de la citoyenneté française. Et c'est là que la lecture en termes colonial ou en termes d'islam colonial est importante, parce qu'on peut du coup comprendre à quel point est-ce que pour des segments de la population française qui ont toujours conçu l'islam comme une sorte d'entité lointaine et exotique, le musulman est insupportablement présent et proche. Y compris parce que, à certains moments, les traits auxquels sont assignés, hein, ce qui est important, c'est de comprendre le statut musulman comme étant une forme d'assignation identitaire, de stigmatisation. Dès lors, les personnes qui sont assignées à cette identité musulmane, qu'elles la réclament ou pas d'ailleurs, le fait qu'elles soient présentes et proches va en quelque sorte les constituer comme un objet légitime de l'islamophobie. C'est-à-dire que la seule réponse à cette présence, qui est vécue comme quelque chose d'insurmontable, c'est l'expression du rejet, c'est l'expression d'une haine, le fait qu'il soit appliqué à ces populations-là toute une série de stéréotypes, de représentations, qui tend à la fois à homogénéiser la population musulmane en France et à lui attribuer des traits spécifiques, des propriétés intrinsèques, qui sont en quelque sorte insolubles dans la République, on l'aura compris, dans la laïcité, mais aussi dans l'ensemble des interactions dans lesquelles ces personnes sont engagées. Comme s'il y avait quelque chose qui était irréductible dans le fait d'être musulman ou musulmane, quelque chose qui déterminerait tout le reste, qui commanderait l'ensemble de ce que ces personnes vivent et des expériences qu'elles font au sein de la société française. Ça va à l'encontre de tout ce que, alors je parle aussi en tant que sociologue, tout ce qu'on a pu observer dans des enquêtes à la fois qualitatives et quantitatives. Toute personne qui se revendique une appartenance à l'islam n'est pas que musulmane, mais à supposer que ce soit un problème, ce qui en fait n'en est pas un, mais il se trouve qu'elle a aussi d'autres identités. Mais rien ne semble être en capacité, en quelque sorte, d'atténuer le sentiment que tout passe par cette lecture en termes d'islam et en termes d'appartenance à l'islam. Donc il y a là comme une sorte de nature qui serait sauvage, qui serait incapable d'être domestiquée ou d'être civilisée, et qui continue, qui persiste à
produire des conséquences nuisibles et dommageables à l'ensemble de la société. Je vous renvoie pour simple exemple à l'ensemble de ce qui s'est déployé, alors pas seulement depuis janvier 2015, mais depuis maintenant près de 2 décennies, et qui est la lutte contre la radicalisation musulmane et l'islam politique violent. C'est quelque chose qui traduit précisément cette façon de concevoir l'islam comme étant un mal qu'il va falloir en quelque sorte résoudre et réduire dans ses conséquences. Ah ouais, je reparle. Oui, en fait, je l'ai éloigné là. J'ai un peu de mal à parler. Donc, ça, c'est le premier point. Hein, c'est la question de savoir en quoi est-ce que la persistance d'une perception à travers une lecture coloniale de l'islam le constitue comme un ennemi irréductible et comme une entité dont il va falloir peu ou prou soit se débarrasser. Alors, il y en a qui sont pour lutter contre le grand remplacement, hein, le grand remplacement du grand remplacement, on peut dire comme ça. Et puis, il y a celles et ceux qui sont pour une logique dont on ne connaît pas les termes, ni les outils d'ailleurs, de francisation, de blanchiment des musulmans. Ça reste à... Voilà. C'est pas très bien comment ça marche cette affaire, mais il semble qu'il y ait une volonté très forte d'aller dans ce sens-là. La déradicalisation, ce serait une manière de blanchir les musulmans, par exemple. Ou alors carrément d'opérer des formes de conversion républicaine à des musulmans à la nationalité, à la citoyenneté française. Vous voyez que Voilà une conversion à l'obscurantisme. Ça, c'est l'éclipse. C'est l'éclipse des Lumières, ça. dont nous avons l'expérience depuis déjà maintenant quelques temps, l'expérience s'appelle ça. Alors, deuxième point que je vais, qui me semble aussi symptomatique de la durabilité et d'une certaine manière aussi de l'opportunité de l'islamophobie en France, c'est que c'est l'alternative. Là, c'est mieux, là? Voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression de manger le micro, quoi. C'est très étrange. Donc, l'autre dimension qui permet de comprendre à quel point l'islamophobie n'est pas prête de disparaître du paysage, tant elle a une utilité idéologique et elle est pratiquée sans aucune forme de limite, c'est que l'islamophobie confortable remplace l'antisémitisme qui est devenu illégitime. Donc pour toutes celles et ceux qui continueraient à être animés par des sentiments antisémites, sachant que l'antisémitisme est loin d'être la seule exclusivité des dits musulmans, hein, qui sont les seuls antisémites, semble-t-il, qui resteraient en France, il y a une possibilité pour celles et ceux qui ne peuvent pas exprimer de façon débridée leur antisémitisme, c'est d'être islamophobe. Et là, personne ne va les limiter, ni dans les excès, ni dans les prises de parole, ni dans les menaces, ni dans les passages à l'acte. Il est tout à fait légitime aujourd'hui, dans une large mesure, et la preuve pourrait être faite du contraire, lorsqu'il y aura de véritables sanctions et de l'État et de l'appareil juridique à l'encontre des actes, des propos et des pratiques islamophobes. On est loin de cela pour le moment. Donc il semble bien là qu'il y a une sorte de gisement, de dérivation, hein, qui permet de faire dériver le sentiment de haine à l'égard des juifs vers les musulmans, sachant qu'ils sont les deux faces d'une même pièce, surtout si l'on imagine qu'on est dans une des régions du monde où on a inventé le terme sémite. Hein, l'invention des sémites, c'est quelque chose que l'on doit, y compris à nos savants français. Je ne citerai qu'un exemple de cela, c'est... voilà, merci. Je vois que nous avons les mêmes situations. Bien, donc ça c'est un aspect important parce que ça permet notamment de minimiser la portée d'autres courants de haine et de stigmatisation qui sont en quelque sorte minimisés et qui ne font pas l'objet du traitement qui devrait être le sien, le leur. Donc, autre dimension qui me semble intéressante de mettre en discussion, c'est la relation entre sexisme et islamophobie. Alors, il a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction, l'affaire du Burkini, Burkini avait voulu, plutôt avait voulu. C'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est une longue litanie de toutes les atteintes à l'intégrité physique, à la dignité des femmes musulmanes en France qui maintenant s'échelonnent depuis
Alors certains diraient depuis la loi de 2004, mais on pourrait remonter bien avant cela, notamment dans la logique d'invisibilisation dont elles ont été l'objet pendant très longtemps. Finalement, paradoxalement, ce que fait la loi de 2004, c'est qu'elle fait apparaître dans l'espace public des jeunes femmes voilées qui, par ailleurs, n'avaient pas particulièrement envie d'être visibles d'ailleurs, mais auxquelles on va attribuer une charge puissamment négative et qu'on va assigner à un pôle négatif symboliquement dans la société française, de façon à leur faire jouer le rôle de la menace, en quelque sorte, hein, et d'une menace qui serait d'autant plus grande qu'elle serait inconsciente et incapable de mesurer les formes d'aliénation qu'elle subirait. Mais outre cela, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce qui s'est passé au moment de l'atteinte physique à ces femmes en burkini, ou pas d'ailleurs sur les plages cet été, c'est le degré d'affolement de la société française autour de cette question-là, hein, le moment où en fait on quitte toute capacité à penser rationnellement et où les signaux, les signes, ce qui fait sens dans l'espace public ou simplement dans notre champ de vision finit par être complètement saisi d'affolement. Juste 2 points à ce propos. La première chose, c'est que vous n'aurez pas manqué de remarquer que la personne qui a été la première à être arrêtée et sommée donc, de se dévêtir ne portait pas un burkini. Elle était en tenue de ville. Soit elle portait un foulard, un fichu sur la tête, mais elle n'était pas en maillot de bain, je veux dire comme ça. Donc nous avons atteint un point d'étrangeté, de construction, d'altérisation de la présence des femmes musulmanes voilées dans l'espace public tel que des personnes qui interagissent avec elles n'arrivent même pas à comprendre comment elles sont vêtues. Hein, et que donc on leur attribue, c'était le cas de cette femme, elle n'avait absolument pas, visiblement pas, elle était là avec ses enfants sur la plage, mais on lui attribue une intention qu'elle n'a pas eue, ce qui ne dit rien, ce qui ne permet pas de porter de jugement sur le fait qu'elle ait eu l'intention à un moment donné de se baigner. Donc le degré d'étrangeté dans lequel nous nous trouvons est tel que cette femme a été pensée uniquement comme étant un corps étranger sur la plage où elle se trouvait. Et personne, là non plus, deuxième remarque, n'a imaginé à un seul moment qu'en fait, elle exprimait, peut-être pas volontairement d'ailleurs, mais simplement, sa volonté de s'adonner à un des loisirs les plus fréquents sur la côte où elle se trouvait, c'est-à-dire le fait de profiter du grand air, de la plage, de la mer, à sa manière. Autrement dit, l'altérisation est double là, et ça c'est un élément de déclencheur d'islamophobie. C'est le fait de lui dénier toute similitude dans le vêtement qu'elle porte, dans les intentions qui sont les siennes. Hein, elle ne partage rien, ni du point de vue de son accoutrement, ni du point de vue de sa représentation du monde avec les personnes qui l'entourent. Et donc cela justifie le fait qu'elle soit agressée et qu'elle doive répondre de sa présence-là dans l'accoutrement qui est le sien. Je pense que ça nous donne une idée très précise du degré de rupture délibérée qui est aujourd'hui entériné par l'ensemble de la société avec une partie de la population, et notamment avec les femmes musulmanes en France, dès lors qu'elles apparaissent comme musulmanes, du moins qu'elles portent les signes que l'on considère comme étant ceux d'être musulmanes. Cette dimension-là est d'autant plus importante, il me semble que ça découle, et ça illustre quelque chose qui est assez typique d'ailleurs de la conception qu'on a de l'antisexisme en France, c'est qu'elles sont mises sous tutelle, ces femmes. Elles ne sont pas capables de penser par elles-mêmes, elles ne peuvent pas répondre de leurs intentions, et il faut donc que ce soit à une autorité publique, en l'occurrence la police, d'identifier, de déterminer les motifs pour lesquels elles agissent de telle ou telle manière. Cette mise sous tutelle, elle est tout à fait illustrative d'une espèce de SMIC des droits des femmes, on va dire, c'est-à-dire de cette conception à minima, la moins coûteuse possible, ce que j'appelle par ailleurs un antisexisme patriarcal, c'est-à-dire un antisexisme qui va jusqu'au point où cela ne met pas en cause les positions de pouvoir au sein du patriarcat, et notamment les positions de pouvoir des hommes blancs dominants,
hétérosexuel si on veut, enfin, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, là, mettre autrement de ce cet antisexisme patriarcal, il a comme objet de prédilection, en quelque sorte, ces femmes musulmanes